Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde! Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et votre animatrice pour le tout nouveau balado Milligrammes par kilo. Donc, tout rime, c'est très beau. Donc, je suis vraiment excitée. C'est le premier épisode aujourd'hui et j'ai la chance d'avoir mes très chers collègues de travail, Hélène Roy, pharmacienne, et Laurence Bertrand, pharmacienne. Donc, je vais vous laisser vous présenter là, dans l'ordre que vous voulez. Bon, je peux commencer. On va commencer avec les doyens. Moi, j'ai gradué de mon bac en pharmacie en 99, donc dans un autre siècle. Puis j'ai complété ma maîtrise en 2000. J'ai commencé à travailler à Sainte-Justine tout de suite en finissant. Là. Dans ma maîtrise, j'avais fait 2 mois de stage ici, puis ils m'ont aimé, j'ai aimé ça ici, c'est que j'ai continué. Je fais de la pédiatrie générale, je me suis occupée du stewardship d'antibiotiques là, jusqu'à tout récemment. Puis depuis presque 2 ans, je suis chef adjointe soins, enseignement, recherche, encore ici. Excellent. Un match parfait. Ouais, merci. Moi, j'ai gradué du PharmD en 2021. Mon premier contact avec la pédiatrie, ça a été dans mon stage de 4e année du PharmD. J'ai fait un stage de 2 mois ici. J'avais Hélène même comme maître de stage. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la pédiatrie. Et pour moi? Oui, et pour toi aussi. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise, ma résidence à Sainte-Justine. Puis maintenant, je travaille en pédiatrie générale ici à Sainte-Justine. Puis j'ai aussi un intérêt pour les maladies infectieuses. Excellent. Un gros merci à vous, mes très chers collègues, d'être avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, d'entrée de jeu, Hélène, est-ce que tu pourrais nous rappeler c'est quoi la pharmacocinétique? Oui, la pharmacocinétique, c'est un gros sujet, là. On va essayer de rentrer ça dans notre temps imparti aujourd'hui. Donc, si on regarde juste les principes de base, là, l'effet d'un médicament, ça va être lié à sa concentration qu'on a au site d'action. Dans la pratique de tous les jours, on n'est pas capable d'aller mesurer le médicament au site d'action. C'est qu'on va mesurer, dans le fond, la quantité qu'on a dans le sang, donc nos concentrations plasmatiques, qui vont être un reflet de qu'est-ce qu'on va retrouver au site d'action. On sait que si nos concentrations plasmatiques vont changer, les concentrations au site d'action où le médicament est efficace vont aussi changer. Puis on sait un peu ce qui fait changer les concentrations plasmatiques, c'est qu'est-ce qui rentre dans le corps, puis qu'est-ce qui va en sortir. C'est nos gros principes de base, là, c'est ça. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Super. Donc, ce que je comprends, c'est en gros le fameux ADME qu'on apprend à l'école. Ouais. Absorption, distribution, métabolisme, élimination. C'est un peu ça qu'on va résumer là, avec ça. C'est excellent. Puis là, la pharmacocinétique, c'est quoi la différence avec la pharmacodynamie? Oui. La pharmacocinétique, ça va être plus être l'effet, tu as parlé d'absorption, distribution, métabolisme, élimination, c'est que c'est l'effet du corps sur le médicament. La pharmacodynamie, c'est plus l'effet du médicament sur le corps. En pédiatrie, la pharmacocinétique, on aimerait savoir encore plus de données, mais c'est quand même un secteur qui a été étudié. Comparativement à la pharmacodynamie, où on en a des données pour plusieurs médicaments, mais c'est moins connu que la pharmacocinétique. On sait qu'il y a plusieurs changements au niveau de la pharmacocinétique des médicaments pendant toute la croissance, donc la naissance jusqu'à nous autres, on s'en occupe jusqu'à 18 ans. Là, après ça, c'est aux adultes. Mais il va se passer plein de choses. Il va y avoir une maturation de la fonction rénale, la fonction hépatique, il va y avoir une redistribution des fluides corporels, puis entre autres là, comme différence. Puis ces différences-là vont être très importantes dans le premier mois de vie. Là. Ça, il y a une différence marquée dans les paramètres pharmacocinétiques. Des différences qui vont être quand même importantes dans la première année. Puis, rendu à 1 an, on commence à se rapprocher un peu des paramètres des adultes. Puis, tous ces changements-là pharmacocinétiques, c'est ça qui a amené à une phrase très célèbre en pédiatrie, là, c'est que les enfants ne sont pas des petits adultes. Puis, ce qu'on veut dire par là, c'est que si on a un enfant qui fait le quart du poids d'un adulte, on ne peut pas juste prendre la dose adulte et la diviser en 4. Parce qu'il y a des changements dans l'absorption, la distribution, le métabolisme, l'élimination. C'est que c'est plus compliqué que ça, déterminer quelle dose un enfant a besoin. On retient. Je pense que c'est très bien résumé. Merci. Merci, Hélène. Donc, je reviens vers toi, Laurence, pour le premier paramètre pharmacocinétique, le fameux grand A, donc l'absorption. Oui, bon, si on commence par l'absorption, c'est le passage du médicament de son site d'administration à la circulation sanguine. Puis on a différents sites d'administration, on a la voie orale,
rectale, topique, inhalée, intramusculaire, intraveineuse, puis j'en passe. Puis selon les voies d'administration en pédiatrie, bien l'absorption elle peut être plus ou moins grande, ce qui peut faire varier aussi la biodisponibilité, qui peut être différente en pédiatrie vs chez l'adulte. Fait que en fait, la proportion de la dose qui se rend à la circulation sanguine. Fait que si je passe les voies d'administration rapidement, là, c'est pour ce qui est de la voie orale, bien, le pH gastrique est plus élevé chez les nouveau-nés, puis les jeunes bébés. En partie à cause qu'il y a une diminution de la sécrétion d'acide, il y a une fréquence de l'alimentation qui est plus élevée. Ça peut surtout avoir un impact sur les médicaments qui sont sensibles à l'acidité. On voit aussi une variation dans la vitesse de vidange gastrique qui est plus longue, puis la motilité intestinale qui est diminuée. Puis aussi, la surface d'absorption est plus petite en pédiatrie. OK. Fait que donc, bref, je retiens que la vitesse d'absorption orale est plus lente chez les nouveau-nés et les jeunes bébés versus un adulte ou un adolescent et un adulte. Oui, absolument. Fait que généralement, c'est ça. Pour ce qui est de la voie topique, bien, c'est autre chose. La peau est plus mince, bien perfusée. Le ratio surface corporelle puis poids est plus grand que pour l'adulte. Fait que ça favorise vraiment beaucoup l'absorption. Fait que quand il y a une prescription d'une crème, un longueur, il faut vraiment penser qu'il peut y avoir une absorption systémique qui peut être significative, en fait, chez les bébés et les jeunes enfants. Pour ce qui est de la voie intrarectale, c'est surtout une voie qu'on considère qu'une absorption erratique en pédiatrie. Il y a beaucoup de contractions, il peut y avoir une expulsion possible du médicament. On va l'utiliser surtout pour des médicaments qui ont des larges intervalles thérapeutiques, comme on peut voir avec l'acétaminophène, le naproxène, ou qu'on peut aussi voir leur efficacité, si l'enfant, la fièvre elle a diminué, s'il est mieux. Ou si quand il y a d'autres voies qui ne sont pas possibles, comme par exemple les patients épileptiques qui peuvent partir à la maison avec du diazépam intrarectal à donner en cas de crise d'épilepsie. Fait qu'on peut les utiliser dans ces cas-là. J'imagine qu'on peut les utiliser juste si ça a été étudié. Là, tu as parlé de naproxène. Moi, des fois, j'ai des appels là, qui me demandent pourquoi on ne peut pas donner ibuprofène par voie intrarectale. Est-ce que vous avez vu des études ou l'absence d'études? Oui, bien, en fait, tu sais, c'est un peu un genre d'extrapolation qu'on a décidé de faire comme équipe de pharmaciens ici, là, à Sainte-Justine. Le naproxène, il y a des suppositoires, on le sait que ça a été étudié, c'est que ça ne dérange pas de donner. Des fois, c'est la solution orale là, qu'on va donner par voie intrarectale. Avec l'ibuprofène, ben, il n'y en a pas de suppositoire d'ibuprofène. On le sait, ça a été moins étudié, c'est qu'on préfère pas l'utiliser à cause, comme Laurence disait, que c'est vraiment erratique. On ne sait pas, va-t-il en avoir plus, va-t-il en avoir moins d'absorbé. Même si on peut mesurer l'efficacité, puis on a d'autres anti-inflammatoires où ça a été étudié, on aime mieux ceux-là. Parfait. Merci pour cette parenthèse, naproxène. Fait que je te laisse continuer avec les autres voies. Oui, pour la voie intramusculaire, celle-là aussi, c'est pas notre voie préférée parce qu'il y a une diminution du flot sanguin, il y a une bonne contraction, il y a plus de densité de capillaire. Fait qu'on l'utilise pas vraiment à part pour quelques exceptions, puis surtout, on peut penser aux vaccins. Fait que ça, on va pouvoir l'administrer par voie intramusculaire. Puis des fois, il y a aussi des vaccins qui sont administrés sous-cutanés. Finalement, pour la voie intraveineuse, bien, c'est sûr que c'est la voie qui est couramment utilisée en centre hospitalier. On est sûr de la biodisponibilité qui est de 100%. On est sûr de l'efficacité avec cette voie-là. C'est sûr que c'est une voie qui est invasive. Fait que dès que possible, on va vouloir passer à une voie qui est moins invasive, comme la voie orale, quand l'enfant va mieux aller puis qu'il va se remettre à manger, à s'alimenter. Parfait, excellent. Je te repasse la balle comme au ping-pong ou au tennis pour la distribution. Oui. Bon, c'est que là, Laurence a fait passer le médicament dans le sang. Maintenant, on veut qu'il se rende au site où on a besoin qu'il soit utilisé, qu'il soit efficace, le médicament. C'est que les sites vont être plus ou moins difficiles à pénétrer. Une des choses qui va favoriser, c'est si on a un site qui est bien irrigué. On parlait de la peau, là, souvent c'est comme une place que c'est facile à les pénétrer. Puis pour exprimer, dans le fond, notre distribution, on va souvent parler du volume de distribution. Plus le volume de distribution va être grand, là, comme chez l'adulte. Plus le volume est grand, plus le médicament est distribué. Plus il est petit, moins le médicament est distribué. En pédiatrie, on se fie aussi là-dessus, là, le VD. Puis le VD, il est influencé par différents trucs, la liaison protéine plasmatique, entre autres. Ça va être la proportion de médicament qui est soit liée aux protéines ou qui est libre. Puis on sait que la proportion du médicament, la portion qui va être efficace, ça va être la portion qui est libre. Mais c'est aussi la portion de médicament qui va être éliminée. De quelle barre ça va aller, on ne le sait pas toujours. Le fait que le médicament soit lipophile ou hydrophile, ça va aussi influencer les tissus où il va se distribuer. Puis il y a certains tissus aussi qui peuvent être plus difficiles à pénétrer. Je pense passer la barrière hémato-encéphalique, c'est difficile en général. Fait que là, tu énonces beaucoup de concepts. Peut-être que c'est un peu abstrait, là, mais on va les illustrer tantôt avec des cas.
Puis c'est ça, c'est qu'en pédiatrie, ces concepts-là qui s'appliquent autant, peu importe l'âge du patient qu'on traite. En pédiatrie, on voit qu'on a un changement dans plusieurs de ces paramètres-là encore. C'est que les protéines plasmatiques, par exemple l'albuine, on sait qu'il y en a moins chez le nouveau-né, donc on va avoir une proportion plus grande de médicaments qui est libre, donc plus grande proportion efficace, plus grande proportion éliminée. On sait qu'aussi les médicaments qui vont aller déplacer des médicaments qui pourraient être liés à l'albumine, mais ça peut avoir un impact chez les enfants. Puis un bon exemple de ça, c'est la ceftriaxone, qu'on peut déplacer de ces sites de liaison. Puis à ce moment-là, c'est pour ça qu'on n'aime pas l'utiliser là, chez les enfants, là, en bas d'un mois en général. Fait que dans le doute, on prend son cousin jumeau, Oui, la céfotaxime. oui, c'est ça. Parfait. Après ça, la proportion d'eau et de gras aussi va changer. Les bébés vont avoir les nouveau-nés vont avoir une plus grande proportion d'eau, à peu près 75 à 80 Puis on va avoir des valeurs adultes là, vers l'âge d'un an là, qui ressemblent à 60 Puis là, ben, s'ils ont plus d'eau, ben, ils ont moins de gras. C'est 10 à 15 vers la naissance, puis 20 à 25 là, vers l'âge d'un an. Donc, des médicaments qui sont plus hydrophiles dans la première année de vie vont avoir un plus grand VD parce qu'il y a une plus grande proportion qui est de l'eau. Finalement, la perméabilité de certaines barrières, je parlais de la barrière hémato-encéphalique. On sait qu'en bas d'un mois, cette barrière-là, elle est plus perméable. C'est que quand on veut traiter une méningite chez un jeune bébé, nos antibiotiques vont mieux pénétrer, mais tout pénètre mieux aussi, là. On a plus de chances d'avoir une méningite chez un jeune bébé en bas d'un mois parce que les virus, les bactéries vont plus passer aussi, là, comme les médicaments. C'est très logique, c'est très physique. Oui. Excellent, merci. Donc, je reviens à toi, Laurence. Là, est-ce que tu pourrais nous résumer maintenant les principes de métabolisme des médicaments? Oui. Donc, pour commencer, bien, on retrouve des enzymes qui vont métaboliser les médicaments dans plusieurs organes. L'organe auquel on peut penser, c'est surtout le foie, qu'on retrouve le plus d'enzymes. On peut penser au cytochrome P450. En pédiatrie, la maturation de ces enzymes-là, de ces cytochromes-là, ça a un impact important sur l'élimination des médicaments. Fait un impact sur l'efficacité, sur l'innocuité. J'ai quelques exemples. Par exemple, le cytochrome 2C9, 2D6, eux sont pleinement fonctionnels rapidement après la naissance. Le 2C19 à 6 mois, 3 à 4, 2 à 1 à 1 an, 1 à 2 à 10 ans. Mais il faut aussi penser que les enfants ne sont pas toujours désavantagés par l'immaturité des enzymes hépatiques. Parfois, il y a plusieurs enzymes qui peuvent métaboliser les enfants. Fait qu'une voie qui peut être mineure chez l'adulte peut prendre plus de place là, chez le nourrisson. Fait que c'est sûr que l'impact va dépendre de la nature du médicament, de l'index thérapeutique, puis du nombre de processus d'élimination. Puis ensuite, quand les voies sont matures, les enfants peuvent même métaboliser certains médicaments plus rapidement que les adultes. On peut penser aux anticonvulsivants, carbamazépine, acide valproïque, qui peuvent encore avoir quand même des bonnes doses. Okay, donc, on voit que même au niveau du métabolisme, la transformation du médicament dans une forme qui peut être facilement éliminée par le corps change aussi beaucoup là, chez l'enfant. C'est vraiment un beau résumé là, déjà là, de l'ADM. Fait que là, ça nous en fait enchaîner sur le processus d'élimination qui regroupe plein de mécanismes d'excrétion pour éviter qu'on accumule puis avoir plein d'effets secondaires. Oui, fait que pour l'élimination, ben, les médicaments sont éliminés principalement par les reins ou le foie. En pédiatrie, la néphrogénèse est complétée à 36 semaines de gestation, donc la formation des reins. Le taux de filtration glomérulaire, lui, il prend environ 12 mois avant d'atteindre celui de l'adulte. La sécrétion tubulaire, elle va se maturer au cours de la première année de vie. Fait que c'est surtout les médicaments qui vont être éliminés par les reins qui vont avoir un temps de demi-vie plus prolongé là, chez les nouveau-nés. En pratique, je dirais que c'est surtout dans la première semaine de vie, premier mois de vie, qu'on va avoir des ajustements de dose, surtout pour les antibiotiques. Puis ensuite, la maturation rénale a continué durant l'enfance. Même qu'à 12 ans, la taille puis le poids des reins ils ont doublé par rapport à la naissance. Puis même qu'il y a des enfants qui peuvent éliminer de façon rénale des médicaments plus rapidement que l'adulte, comme par exemple la vancomycine, qu'on part directement à Q6 heures en pédiatrie parce qu'il l'élimine vraiment rapidement. Puis là, Laurence, tu as mentionné tantôt le temps de demi-vie. Est-ce que, juste pour nos auditeurs, juste rappeler c'est quoi exactement? Oui, en fait, c'est le temps que ça prend pour diminuer la concentration du médicament dans le corps de moitié. OK. Fait que c'est environ... Mettons, après 5 demi-vies, on peut dire qu'il y en a presque... Oui, 5 à 7 demi-vies. Ouais. C'est bon. Puis là, parlant d'insuffisance rénale, ben, pas d'insuffisance rénale, là, mais des reins, en fait. En insuffisance rénale, justement, comment tu ajustes les doses? Est-ce que tu as des références
qui changent versus la population adulte? C'est les mêmes outils pour les ajustements de doses. Pour ce qui est de la calcul de la clairance, on prend la formule de Schwartz en pédiatrie qui prend en compte la taille, la créatinine, puis la variation de la surface corporelle qui peut beaucoup varier là, dans l'enfance. Fait que c'est surtout ça qui peut varier versus l'adulte. OK, parfait. Parce que c'est ça, si on prend nos tables de Schwartz, là, pas de Mhm. toi, excuse-moi, de Bennett, comme on a je me trompe de bonhomme, comme on a l'habitude d'utiliser chez l'adulte, on peut les prendre en pédiatrie, sauf que ces références-là sont estimées pour une surface corporelle adulte. C'est pour ça qu'en prenant la formule dont Laurence vous parlait, ça tient compte de la surface corporelle, c'est pour ça qu'on peut prendre le chiffre puis l'utiliser dans ces tables-là. Excellent. Ouais. Parfait, merci. Donc, là, on va essayer d'intégrer là, tout notre ADME dont on vient de parler Ouais. avec un petit cas. Mhm. Donc, j'ai un cas pour toi, Hélène, qu'on voit assez fréquemment en pédiatrie générale. Nous faisons toutes de la pédiatrie générale ici. Donc, un bébé d'1 mois qui fait de la température, puis là, il arrive, il fait plein de bilans. On le couvre avec des antibiotiques empiriques. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on traite, mais on tire large pour être sûr là, de couvrir notre bactérie, notre foyer. Donc, on le met sous ampicilline, tobramycine, puis on attend les résultats de culture, puis on va voir là, qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Plus particulièrement, est-ce que tu pourrais m'éclairer un peu sur les doses de tobramycine? Il y a des questions qui reviennent souvent là, sur cet aminoside-là. Oui, on a travaillé là-dessus. On s'est fait des feuilles d'ordonnance pré-rédigées pour ça, justement, parce que quand on regarde dans la littérature, les doses peuvent varier un petit peu, mais il y a quand même des constantes qui reviennent. Notre tobramycine, on la donne de façon plus espacée, puis on a des doses qui sont un petit peu plus élevées. Fait que, ici, ce qu'on fait, ce qu'on a décidé en équipe d'utiliser comme dose, c'est pour les bébés qui auraient plus qu'1 mois, on utilise une dose de 2,5 mg par kilo par dose intraveineuse qu'on donne aux 8 heures. Pour les bébés dans le premier mois de vie, mais même de 7 à 30 jours, là, c'est que, on se rappelle, on dit dans le premier mois de vie, les paramètres pharmacocinétiques, il y a des modifications qui sont importantes. On va plutôt utiliser pour ces bébés-là une dose de 3 mg par kilo par dose qu'on donne aux 12 heures. Fait que là, une dose un petit peu plus élevée, puis un intervalle un peu étendu. C'est que ça rejoint des choses dont on a parlé là, dans tous nos paramètres pharmacocinétiques. Donc, la dose qui est un petit peu plus élevée, le 3 mg par kilo par dose versus le 2,5, c'est parce que, dans le fond, la tobramycine, c'est un médicament qui est hydrophile. On se rappelle, on a parlé, les bébés, ils ont une plus grande proportion d'eau. Donc, ça va faire qu'il va y avoir un volume de distribution qui va être plus grand. Donc, on a besoin de donner une dose un peu plus élevée pour être capable d'avoir des pics de notre tobramycine qui vont être équivalentes à ce qu'on aurait pour un enfant qui est plus vieux. Puis après ça, le donner aux 12 heures versus aux 8 heures, là, c'est vraiment le classique. C'est les reins qui ne sont pas encore totalement fonctionnels, là, comme Laurence vous parlait. C'est qu'on veut laisser le temps à l'enfant d'éliminer son médicament. C'est que si on y donne aux 8 heures, comme on ferait avec un bébé plus vieux, il n'éliminera pas assez. C'est qu'on ne diminuera pas à une concentration qui est correcte pour éviter de la toxicité, puis on va y en redonner, puis on va se ramasser avec des creux qui vont être un petit peu plus élevés que ce qu'on veut. En laissant un petit 4 heures de plus pour l'éliminer, là, il est capable de descendre à des creux qui nous satisfont, puis qui vont éviter qu'il y ait de la toxicité. C'est très clair, très bien expliqué. Merci, Hélène. Puis, je l'explique souvent. J'ai eu beaucoup de résidents, d'étudiants. Mais ça montre vraiment à quel point c'est important de comprendre notre ADME. Parce que là, je vais pas nécessairement retenir tout par cœur parce que je vais comprendre la situation puis je vais pouvoir extrapoler là, les données là, parce qu'il n'y a pas tout le temps là, des études ou des monographies sur chaque médicament. Fait que, merci. Donc, ça m'a vraiment, comme je vous disais, remis à jour sur la pharmacocinétique. Pour les gens qui nous écoutent et qui font peu de pédiatrie en pratique, je voudrais juste faire un petit tour là, sur les particularités à savoir sur cette population qu'on dit spéciale, entre guillemets. Oui. Tu veux parler un peu des formulations qui sont disponibles? Par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose d'important en pédiatrie. Donc, qu'est-ce que vous voudrez que les gens qui font peu de pédiatrie retiennent de cet épisode? Bon, parler des formulations, je pense que c'est important. Oui. Les comprimés, c'est pas toujours les comprimés, les capsules, les formes solides, c'est pas toujours la forme qu'on peut utiliser en pédiatrie. Premièrement, parce que les enfants sont pas nécessairement capables de l'avaler. Puis ça, l'âge, ça varie là, auquel un enfant est capable d'avaler un comprimé. Mais tu sais, en bas de 5-6 ans, c'est quasiment impossible. Puis c'est même un peu plus tard, c'est vers 7, 8, 9 ans que les enfants viennent capables d'avaler des formes solides. En plus de ça, toutes nos doses, on les calcule en milligrammes par kilo.
Donc, avec des comprimés, avec des capsules, on est un peu coincé dans la dose qu'on peut donner. C'est que le liquide, ça nous permet vraiment d'avoir une dose qui est plus Ça individualisée. évite des 7/8 de comprimés. Ouais, 7/8, c'est pas bon. Tu sais, couper un comprimé en deux, si on fait des recherches puis on voit que c'est des comprimés qui sont sécables, couper un comprimé en deux, ça va bien, en 4, ça va bien, mais couper un médicament en 7/8, des petites graines, ou en 3, tu sais, on perd vraiment de la précision dans notre dose. Fait que les comprimés, si on est capable de passer à ça, c'est le fun, là. Quand on est rendu là, tu sais, c'est plus stable, t'as souvent pas d'enjeu de température puis tout ça. On est content quand on arrive aux comprimés, mais on a souvent besoin d'utiliser les formulations liquides. Fait que dans les formulations liquides, il y a celles qu'on va retrouver commercialement, puis il y a les préparations magistrales qu'on va faire. On va toujours favoriser les préparations commerciales quand il existe. Il y a moins de risques d'erreur de préparation. Souvent, le goût, les compagnies sont plus capables de masquer un goût de médicament qui n'est pas bon versus nous autres quand on fait nos magistrales. C'est que c'est toujours qu'est-ce qu'on va favoriser quand ça existe. Il faut quand même y penser là, quand on fait nos prescriptions de médicaments ou quand on valide les prescriptions des médecins. Des fois, les volumes peuvent être super importants. Tu sais, je pense à de la prednisolone. La concentration de la prednisolone, c'est 1 mg par ml. Fait que, tu sais, quand on donne nos bonnes doses pour un enfant qui a un bronchospasme, si on se ramasse à lui donner 50 ml de prednisolone, ça a beau avoir un bon goût, ça commence à faire une grosse dose. Fait que c'est ça. Après ça, on peut se tourner vers les magistrales. Fait que les magistrales, c'est un peu notre côté apothicaire, là, vraiment d'aller comme faire nos recettes puis de préparer. Donc, c'est des préparations liquides qui ont besoin d'être préparées à la pharmacie. C'est important d'utiliser toujours des recettes qui sont validées. On ne peut pas inventer une recette, là. Faut vraiment suivre la recette, là. Pas d'imagination, pas de Je pourrais pas me créativité. partir un livre de recettes de Non, préparation non, tu peux pas être le magistrale. Ricardo de la pharmacie, D'accord. malheureusement. Donc, c'est une alternative. Si ça n'existe pas commercialement, c'est ce qu'on va prendre. Mais comme je disais, on aime moins ça, les préparations magistrales, parce que il peut y avoir des erreurs de préparation. Puis il y a plein d'erreurs qui sont rapportées dans la littérature. Donc, ça, c'est un risque. Le mauvais goût, comme je disais, on a plus de misère à le masquer. Et puis, il y a plusieurs recettes qui existent. C'est que ça, l'enjeu d'avoir des recettes différentes avec des concentrations différentes, c'est vraiment un risque. Particulièrement quand on change de lieu, quand on passe de la maison à l'hôpital, de l'hôpital à la maison. Ça, c'est un risque. Puis, c'est quelque chose qu'on essaye de contourner, ce risque-là, en ayant au Québec des magistrales standardisées. Donc, il y a un programme qui s'appelle le MSQ, qui est une initiative de Sainte-Justine, mais aussi de plein d'autres organisations, qui vise à avoir des magistrales standardisées au Québec, pour qu'on utilise à la grandeur du Québec toutes les mêmes recettes. La même concentration. La même concentration, pour avoir des soins toujours qui sont, tu sais, c'est toujours l'objectif en arrière, là, d'avoir des soins qui sont plus sécuritaires pour les enfants. Donc ça, si on va sur le site là, du MSQ, le Magistral standardisé du Québec, ça nous amène sur la page de Sainte-Justine, puis ces recettes-là sont accessibles. Puis c'est les recettes qu'on retrouve dans Vigilance aussi maintenant. Excellent. Bon, Ouais. on va mettre le lien dans la description. Puis ça me fait justement penser, tu sais, souvent les parents, ils s'expriment en millilitres parce qu'au quotidien, eux, ils donnent 2 millilitres 3 fois par jour. Ouais. Mais c'est tout le temps important de valider la version en milligrammes aussi. Toujours. Parce que peut-être nous, on est 10 fois moins concentré ou plus concentré que celle du communautaire, la recette. Puis là, 2 millilitres, ça peut être un facteur 10 là, de différence. Ouais. Tu veux que je te parle de mon exemple de comprimé de début de Ah oui, carrière? parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas tout le temps les couper. Ouais, vas-y. Oui. Parce que, tu sais, c'est comme quelque chose, dans le fond, tu sais, c'est moins de la haute voltige, de raisonner, puis de quel traitement on va prendre. Mais tu sais, c'est important là, de regarder les formulations qu'on donne aux enfants, parce qu'à la fin, si on veut qu'ils prennent le médicament, il faut que ça fonctionne bien, là. Puis, dans mes premières années, j'avais eu une prescription de fluor pour un enfant qui était au centre de réadaptation Marie-Enfant. Puis il retournait à la maison, là, donc il en avait besoin du fluor. C'est que première étape, je vérifie, l'eau n'était pas fluorée dans sa municipalité. On a besoin d'y en donner. Le médecin prescrit 0,6 mg per-os d'IE. Une solution orale était backorder, mais je regarde, j'ai des comprimés, là, je vois, OK, ça se coupe, ces comprimés-là. On rappelle le médecin, prend une prescription, pas une verbale, elle refait la prescription, se fait refaxer la prescription. Bref, tu sais, ben du niaisage pour arriver à ce que j'ai la bonne prescription avec ma concentration à 0,5, ma dose à 0,5 mg. Parce que j'avais vu que j'avais des comprimés d'un milligramme, tu sais. C'est que là, bon, on fait tout ça, on s'en va chercher le médicament pour le servir, on ouvre le pot. Là, je voulais donner la moitié d'un comprimé, là, on se rappelle, les comprimés sont pas ronds, sont en forme d'avion. Fait que là, j'étais même pas capable d'y aller avec la moitié d'un comprimé. Bon, tu sais, au final, c'était du fluor, l'index thérapeutique est vraiment pas étroit à ce qu'on a donné comme
le cockpit une journée, puis la fin de l'avion l'autre journée, là, c'était correct. Mais tu sais, penser que faut aller jusqu'au bout de notre démarche, puis regarder, il y a de l'air de quoi le comprimé, là. Et t'es bonne parce que moi, quand je commande des médicaments, je vais pas tout le temps voir physiquement et Ben, je suis juste allée le voir à la fin, là. C'est quand on Ok. est arrivé pour le servir, pour l'envoyer à Wow, Marie-Enfant, que c'est je m'en suis rendu excellent. compte. C'est qu'il a fallu que je... Ben, c'est ça. Finalement, on l'a servi quand même, là, mais j'aurais pu me faire avoir si ça avait été un médicament Le avec un cockpit index d'avion. thérapeutique plus étroit. Ouais. Excellent, mais je pense que c'est un très bel exemple qui illustre le tout. J'espère qu'on supplémente plus les gens en fluor. Ouais. Ils Moi, ont je serais changé quand? la forme de leur comprimé. Je sais pas, mais il y avait des avions, il y avait des trains, il y avait il y en avait plein de, tous des petits Un truck, véhicules. ça se coupe bien, par contre. Ouais, ouais, c'est juste la locomotive. Super. Puis, Laurence, toi, est-ce que tu aurais des particularités que tu aimerais que nos collègues retiennent? Oui, mais je dirais pour compléter que en pédiatrie, on parle toujours en milligrammes kilojour. Souvent pour les médicaments qui sont pris réguliers ou milligrammes kilodose pour les médicaments qui sont pris au besoin. Fait que tu sais, c'est vraiment un langage adapté. Tu sais, on parle Ouais. pas en milligrammes. Juste en milligrammes, ça nous dit rien. Fait que c'est vraiment en milligrammes Puis même kilo. préciser, t'es en dose ou en jour. Oui, exactement. C'est ça. Puis il faut vraiment faire aussi attention aux unités de mesure, microgrammes, milligrammes. Je pense à la clonidine là, qui peut être prescrite dans les deux unités de mesure. Il y a aussi des changements fréquents de dose avec le poids qui augmente avec la croissance. Fait que important de réajuster les médicaments selon le poids. Toi, t'es réagi quand? T'as-tu Mais, un cutoff? mais tout dépendant, je dirais, de l'âge Ouais. puis du médicament. Tu sais, si c'est un médicament qu'on peut vraiment augmenter les doses, Mhm. je dirais que oui. Mais si, mettons, c'est un enfant qui est rendu avec une dose comme plus adulte, mais là, j'irais plus avec Ouais. l'efficacité. Ouais, ouais. Parce que c'est toujours une question qu'on se pose, Mhm. là, tu sais, quand les Mhm. enfants prennent du poids puis ils ont un traitement chronique, là. Mhm. Moi, j'aime, en tout cas, dépendamment des médicaments, mais j'ai souvent un 10% en tête, là, tu sais, J'avais faire ça des aussi. modifications de dose de moins de 10%, à part un médicament vraiment avec un index thérapeutique bien étroit, mais Mhm. moins que ça, je trouve que des fois, c'est peut-être juste ben du travail pour ben du monde. Ouais, puis c'est plus Ouais. mêlant pour les parents. Oui, Mhm. oui, oui. Ouais. Puis je pense qu'en néonat, eux, ils ajustent leurs médicaments une fois par semaine. Oui, Ouais, fait que ouais, tout c'est ça, un dépend. néonat, c'est différent. Ouais, c'est ça. Excellent. Puis sinon, je dirais que c'est sûr qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont hors indication en pédiatrie. Fait qu'il faut vraiment se servir, mettons, de nos connaissances pharmacocinétiques. Fait que tout ce qu'on vient de dire, ça peut vraiment nous aider à prendre un choix risque Ouais. versus bénéfice aussi. Fait qu'il y a beaucoup de jugements cliniques pour pouvoir naviguer dans ces zones Mhm. grises. Puis au moins, ça quand on est dans un établissement de santé, mais aussi en communautaire, on peut juste s'assurer de faire des bons suivis. On connaît le profil d'effets secondaires, on connaît les paramètres pharmacocinétiques, comme vous le dites si bien. Donc, super. En terminant, je vous propose d'offrir un kit de départ pour les références générales en pédiatrie. Il nous reste que quelques minutes là, pour en discuter. Ouais. Je sais pas qui veut se lancer en premier. Moi, je dirais que ma première référence que je regarde toujours, c'est Lexicon, fait que la section pédiatrique. C'est vraiment ça en premier, le Taketomo, Le qu'on a aussi Taketomo. en livre ou Ouais. version Fait que ça, c'est dans la électronique. version pédiatrique du Lexicon. Le Taketomo, c'est le premier auteur. C'est que ça, c'est notre livre préféré. Laurence disait que souvent, on est hors indication. C'est que c'est pas dans la monographie qu'on va retrouver la dose. Ça nous prend d'autres types de références qui vont nous parler de résultats d'études, qui vont nous dire est-ce que ça a été utilisé à cet âge-là. Donc, c'est important d'avoir... Je pense que n'importe où, une référence de base comme Lexicom là, en pédiatrie, c'est vraiment bon. C'est que si vous êtes abonné à UpToDate, quelque chose comme ça, les doses dans UpToDate qu'il y a, c'est les doses de Lexicom. C'est que soit être abonné ou avoir la version papier, là, qui revient peut-être un peu moins cher, là, mais qu'on peut laisser traîner dans tous les milieux de travail où il y a des enfants qui passent. Ouais. Excellent. Est-ce que toi, tu aurais d'autres références à proposer? Oui, c'est sûr. Dans ta bibliothèque. C'est sûr. Rapido, là, tu as parlé de la néonate. Le guide de néonate, il est vraiment bien, là, qu'on peut retrouver en ligne, qui est fait par toute l'équipe de néonate d'ici. C'est que ces enfants-là vont rester à l'hôpital un bout de temps, mais ressortent ensuite de ça à la maison, là. C'est que d'avoir une bonne référence sur l'utilisation des médicaments où il y a vraiment, on est tout le temps, souvent hors indication, puis de voir un peu, quand on regarde dans deux références, des fois, on peut avoir pas exactement la même information. C'est que là, on voit qu'est-ce que des gens qui travaillent dans ce milieu-là ont réfléchi en équipe comme meilleure dose qu'ils voulaient utiliser. Ça veut pas dire que parce que ça vient de Sainte-Justine, puis là, j'adore Sainte-Justine, puis on est super bon, souvent, on va avoir pris des décisions, que c'est une décision qui s'applique bien à notre clientèle, mais ça se peut que dans un autre centre hospitalier ou une dose qui est un peu différente ou qui est basée sur des fois la même littérature, mais on peut arriver à une conclusion différente, là.
Mais fait que ça, c'est Excellent. important de garder en tête, pas juste Super. appliquer. Donc, on va les mettre dans la description, puis on va mettre d'autres références là, qu'on juge utiles également Mm. au même endroit. Ouais. Donc, c'est ce qui met le point final pour notre premier épisode. Donc, merci encore à vous, Hélène Roy, Laurence Bertrand, pharmacienne. Ça fait un plaisir et j'espère que vous aussi à la maison, vous avez apprécié. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer, à partager à vos collègues amis que vous croyez qui seraient intéressés. Rejoignez-moi également pour le prochain épisode qui va porter sur les infections urinaires avec Dr. Brigitte Parisien et Stéphanie Tremblay, pharmacienne. Tourlou!